Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce web séminaire consacré à la retraite. Nous allons donc parler d'un sujet aujourd'hui qui concerne tout le monde, mais que pourtant nous n'abordons pas de la même façon selon notre âge, selon notre parcours de vie ou notre situation professionnelle. Alors, avant d'aller plus loin sur ce sujet, nous sommes allés à votre rencontre. Voici donc ce que vous en pensez et comment vous vous projetez dans votre retraite. Est-ce que vous pensez à la retraite ? Pas du tout. Pas trop. J'y pense, mais sans y penser. Bah oui, dans 2 ans, si tout va bien. Oui et non, parce que je me dis que c'est loin. Parce que vu l'âge que j'ai, et puis je sais pas quand ce sera à ce moment-là, donc oui, non, pas forcément. Vu mon âge, pas encore, donc bon, on a encore le temps d'y penser, mais pour l'instant, non. Qu'est-ce que vous dites quand vous pensez à la retraite ? Qu'il faut se serrer la ceinture parce qu'avec tout ce qui se passe maintenant, tout ça et tout, il faut assurer ses arrières. À la retraite, je me projette probablement en difficulté financière. J'ai presque le sentiment que je ne suis pas sûre d'avoir une retraite un jour. Je l'ai préparée pour mon fils de façon à ce que lui n'ait pas à m'aider parce que je pense que j'aurai un tout petit revenu. On la prépare parce qu'effectivement, on sait que la retraite qu'on va avoir va être beaucoup moindre que ce qu'on touche actuellement, donc il faut effectivement la préparer, donc investir un petit peu, donc dans des biens immobiliers entre autres, et puis placer un peu d'argent, donc c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant? J'espère. C'est bien de la préparer, mais des fois il faut le préparer avant. On fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Vu que déjà ce qu'on gagne et puis ce qu'on aura en moins à la retraite, donc pas grand-chose, non. Je crois que ça va être galère comme les personnes âgées maintenant en fait, hein. Et peut-être encore pire nous en fait. Pour ça, moi, de plus jeune, je veux dire, j'ai toujours investi dans les logements, tout ça et tout. Question retraite, moi je le vois avec mes parents, ils ont travaillé toute leur vie. Quand je vois leur retraite, je me dis, franchement, si on n'assure pas aujourd'hui nos arrières, on va dire de côté, on va mettre un peu de côté de la retraite, parce que la retraite, c'est plus grand-chose. Les jeunes de maintenant, le loyer, tout ça, ils gagnent pas beaucoup, donc c'est pas évident. Quand on est jeune, on a des trucs prioritaires avant, si on a les enfants, les études et tout. Et après, on pense peut-être à la retraite. Est-ce que vous sentez accompagné au niveau de la retraite ? Non, pas forcément. Après, c'est peut-être à nous de se renseigner aussi, hein, donc, mais non. Non, pas particulièrement, non. Non, pas de trop. Non, je vois pas qui pourrait m'aider actuellement. J'avoue que j'y pense pas encore, quoi. Je me considère encore comme jeune, je crois que je suis à mi-carrière, voilà. Est-ce que vous savez que vous pouvez déjà la préparer, votre retraite ? Oui, c'est vrai que c'est difficile de prévoir la retraite alors qu'on épargne aussi déjà pour du plus court terme. Nos jeunes, ils y pensent pas maintenant. Maintenant, c'est vrai que ça se prépare de longue date. Voilà. Et il faudrait y penser avant. Il faudra y penser avant, oui, bien sûr. Si on peut mettre de côté, oui, il faudrait. Mais comme on ne peut pas mettre de côté, donc... C'est compliqué ? Oui, compliqué, bah oui. Est-ce que vous savez ce qui existe pour préparer en douceur sa retraite ? Non. Je sais que je reçois des mails sur préparer votre retraite et je les lis pas forcément. Donc voilà. Il faudrait ? Il faudrait. Faudrait, si il n'y a qu'un faucon, mais il faudrait. Alors, à bien vous entendre, on pourrait s'accorder à dire que la retraite est un sujet très sérieux, mais pourtant qui reste assez flou. Mais alors pourquoi la Caisse d'épargne Hauts-de-France s'empare-t-elle du sujet ? Nous allons en parler dans quelques instants avec nos invités, mais d'abord un constat de la situation. La retraite, c'est un sujet universel qui concerne tout le monde et qui a été déjà 1000 fois débattu. Pourtant, malgré les avertissements, les explications, les encouragements, seule une partie des Français prépare cette échéance, alors que 7 Français sur 10 considèrent que leur retraite sera insuffisante. Il est en effet vrai qu'en fonction de votre situation, vous toucherez une pension de retraite située entre 30 et 75% de votre dernier revenu. La préparation de la retraite, c'est un peu comme fumer tue sur les paquets de cigarettes. On sait bien qu'il faut faire un effort, mais on ne le fait pas forcément. Il est donc de la responsabilité d'un acteur de référence, comme la Caisse d'épargne, qui compte 1 800 000 clients dans la région Hauts-de-France, d'améliorer ce résultat. Le but est d'en finir avec les incantations. Il ne s'agit plus aujourd'hui de considérer cette démarche comme une échéance lointaine, mais plutôt de l'intégrer à votre quotidien, d'en ressentir les effets dès aujourd'hui. Les questions sont donc: comment améliorer sa situation vis-à-vis de cet enjeu ? Puis-je préparer ma retraite aujourd'hui sans devoir me priver ?
Y a-t-il des options plus adaptées en fonction de ma situation et de mes goûts personnels? Et enfin, comment faire de cette préparation à la retraite un projet positif? Vous être utile dans votre quotidien, c'est vous donner les informations utiles pour que cette préparation se passe dans les meilleures conditions. Alors préparez-vous à réussir votre retraite. Alors cette préparation, mes invités d'aujourd'hui vont vous aider à la démarrer peut-être, puisque je reçois aujourd'hui Julie Souly, directrice du développement chez AEW, avec qui nous travaillons sur l'offre Pierre-Papier. Vous nous en direz un peu plus ce que ça veut dire, Pierre-Papier. Nous avons également Frédéric Potier, responsable régional assurance vie chez Écureuil Vie, notre expert en assurance. Nous avons ensuite José Castro, directeur distribution corporate et épargne retraite chez Vega IM, spécialiste de l'épargne financière pour la retraite. Et enfin, nous avons Bertrand Chaussat, directeur régional chez e-Sélection, notre partenaire pour l'investissement immobilier en direct. Je ne vous cacherai pas que j'ai quelques questions à vous poser, chers invités. Je propose qu'on commence par Frédéric de chez Écureuil Vie. Alors, Frédéric, y a-t-il un âge minimum pour commencer à se préoccuper de son patrimoine et de sa retraite? La retraite est une véritable préoccupation des Français aujourd'hui, on l'a vu. Et une chose qui change par rapport à ce qui se passait il y a quelques années, c'est aussi une préoccupation chez les jeunes. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à préparer sa retraite, mais plus tôt on commence, mieux c'est. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire. C'est-à-dire qu'on peut commencer par se constituer un socle, une épargne liquide, qui servira en soi à financer des projets court terme et financer également des dépenses inattendues du style machine à laver qui tombe en panne, réparation de voiture. L'avantage de commencer tôt, c'est qu'on va diluer dans le temps l'effort d'épargne. Bien sûr, ce n'est pas avec mon livret que je vais préparer ma retraite. Alors, pas qu'avec le livret, on est bien entendu. La retraite, c'est quelque chose que l'on va préparer avec plusieurs supports. Oui. C'est-à-dire qu'on va mettre son épargne sur plusieurs supports. Et notamment, deux supports qui me viennent tout de suite à l'esprit, c'est l'assurance vie et le PER, le plan d'épargne retraite. Donc l'assurance vie, beaucoup de Français connaissent l'assurance vie pour sa souplesse. L'argent que l'on met sur un contrat assurance vie permet de préparer des projets moyen-long terme, dont la retraite. Et en plus, on a maintenant un produit qui est spécifiquement dédié à la retraite, le plan d'épargne retraite, le PER, voilà, que vous allez alimenter au fil de l'eau. C'est-à-dire que vous allez faire un versement initial, des versements réguliers que vous adapterez en fonction de vos disponibilités, de vos capacités d'épargne mensuelles. Et également, vous pourrez y faire des versements périodiques. Si vous avez des disponibilités, vous pouvez faire un versement périodique sur votre PER. La finalité du plan d'épargne retraite, c'est qu'au moment voulu, donc au moment de la retraite, eh bien vous pourrez récupérer soit un capital, soit une rente viagère, soit un mixte entre capital et rente viagère. Je vais poser une question extrêmement concrète. Si je veux démarrer un contrat d'assurance vie ou un PER, un plan d'épargne retraite, j'ai besoin de combien? 100 € suffisent à partir du moment où vous mettez un versement périodique d'au moins 30 €. Donc ce sont vraiment PER et assurance vie sont des produits qui sont abordables pour beaucoup de personnes. L'avantage donc de ces produits, c'est que vous pouvez en plus déléguer la gestion du portefeuille, c'est-à-dire que les fonds que vous allez y mettre seront directement gérés par des professionnels dont c'est le métier, qui ont aujourd'hui le temps et les compétences pour justement gérer ce portefeuille et qui sauront prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors, on va peut-être en parler avec votre voisin Frédéric, il s'agit de José de chez Vega IM. Alors, plan d'épargne retraite ou assurance vie, d'accord, mais ça rapporte beaucoup, ça? Le fonds en euros, qui est le sujet dont on parle souvent en termes de rémunération, effectivement a une rémunération plus faible qu'il y a quelques années. La raison en est simple, c'est-à-dire que en gros, les émissions d'obligations en France et en Europe, pour prendre un périmètre proche du fonctionnement de notre fonds en euros, ont baissé. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, au moment où on se parle, l'État français met des obligations à 10 ans aux alentours de 0,75, 0,77. Donc ce qui impacte, bien évidemment, la redistribution du résultat et donc la rémunération du placement.
En revanche, comme l'indiquait mon collègue, la loi Pacte a créé les plans d'épargne retraite, qu'ils soient d'entreprise ou individuels, et à l'intérieur, elle permet en fait des sources de rémunération complémentaires à celles du fonds en euros. J'en vois 3. La première, c'est la gestion libre. Dans la gestion libre, en tout cas dans le périn de notre groupe, on a un choix assez important de supports, des supports actions, des supports obligataires, des fonds patrimoniaux qui permettent, en fonction de l'appétence de chaque épargnant au placement et des connaissances qu'il a, de pouvoir piloter lui-même son placement retraite avec un choix de placement assez important et avec une règle également assez importante qu'on va retrouver en fil rouge à peu près partout, que ce soit en gestion libre ou en gestion pilotée, c'est la diversification. Je crois que l'ensemble de mes collègues ici vont en parler à tour de rôle. Le deuxième point et le deuxième type de produit qu'on propose sur les périns, c'est les gestions beaucoup plus profilées. Donc là, l'épargnant va choisir un niveau de risque. Généralement, on va y mettre des actions, donc entre 20 et 25% pour des profils prudents, entre 40 et 50% pour des profils plutôt dits équilibrés, et aux alentours de 70-75% pour des profils un peu plus dynamiques. Donc là, il y a une maîtrise du risque, il y a un choix délibéré d'aller vers ce type de produits, mais quand même avec un stop en investissement action. Et puis, il y a un troisième mode de fonctionnement dans les plans d'épargne retraite, c'est la gestion pilotée. Là, en fait, on délègue en fait, le chemin financier pendant sa vie d'épargne retraite à un opérateur. Dans le cas présent, c'est notre compagnie d'assurance qui va investir pour le compte de l'épargnant et qui va progressivement, plus l'épargnant va s'approcher de son âge théorique de départ à la retraite, va désensibiliser au risque toute l'épargne accumulée. Donc on est vraiment dans une gestion vraiment délégataire à des professionnels qui vont gérer pour votre compte. C'est vrai qu'une fois qu'on a accumulé un certain patrimoine, on n'a pas envie à la fin prendre trop de risques. Non, c'est un principe de prudence. On peut soit le gérer soi-même si on a les compétences et puis si on souhaite le faire. En revanche, des professionnels peuvent le faire à votre place sans aucun problème, avec un chemin qui est en plus réglementaire, puisque les pouvoirs publics nous imposent de désensibiliser progressivement. Il y a des étapes en fonction des années restantes avant votre départ à la retraite, où, quel que soit l'opérateur assurantiel, on doit avoir désensibilisé l'épargne de chacun. Concernant la bourse, du coup, est-ce qu'il y a un moment plus favorable pour investir et comment être certain d'acheter au bon prix ? Il y a trois éléments importants sur l'épargne financière en matière de retraite. Il y a le temps. Le temps est une donnée importante puisqu'on va aller sur des durées d'épargne longues, 25, 30, 35, 40 ans pour certains. Vous savez qu'en ce moment, il y a un débat aujourd'hui sur l'allongement des durées de cotisation. On risque aujourd'hui de passer de 43 à 44, 45 ans, c'est-à-dire on risque d'aller un peu plus loin en matière de cotisation retraite. Donc le temps est une notion importante. Donc ce temps est important également pour les placements et ce qu'on attend en matière de rendement financier. Le deuxième point très important en épargne financière retraite, c'est la diversification. Voilà, il est important de diversifier ses actifs, qu'ils soient au final sécuritaires ou un peu plus dynamiques. On a les moyens, dans le cadre des plans d'épargne retraite, en tout cas celui de BPCE, d'offrir des produits de diversification à chacun en matière d'épargnant. Et enfin, le troisième point, c'est l'investissement progressif. Il ne sert à rien de chercher, d'optimiser ou de trouver une martingale sur un point d'entrée pour son épargne financière. Toutes les études ont prouvé que ce qui est le plus important, c'est d'investir régulièrement sur son placement en fonction du risque qu'on s'est autorisé à prendre, soit en gestion libre, soit en gestion pilotée, et régulièrement donc revenir sur les marchés pour pouvoir lisser sur sa durée d'épargne l'ensemble des rendements et d'essayer d'optimiser au maximum sur 25 ou 30 ans le rendement de son épargne. Le but, c'est de ne pas faire le super coup un petit peu risqué, mais finalement d'être sur la durée. En tout cas, nous, on n'a pas trouvé la recette. Alors, en dehors des placements financiers, est-ce qu'il existe d'autres choses ? On dit souvent qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Alors, l'épargne financière est une composante de l'épargne retraite. Il ne faut pas oublier que la première épargne retraite, c'est d'acquérir sa résidence principale. Et ça, un grand nombre de Français le font dans notre pays. On est très attaché à l'achat de la résidence principale. Mais il y a également des solutions de pierre-papier ou des solutions beaucoup plus matérielles, réelles, d'achat de biens immobiliers pour de la location. Mais mes collègues spécialisés vont en parler mieux que moi. Absolument, on va parler un petit peu d'immobilier justement, ça tombe bien, c'est à Bertrand de chez e-Sélection que je m'adresse maintenant. Alors effectivement, l'immobilier, pourquoi pas, mais comment faire? Alors, comme déjà précisé par José, quelque chose de fondamental pour la préparation à la retraite et peut-être qu'un certain nombre d'entre nous ou d'entre vous n'ont pas fait attention, c'est d'être propriétaire de sa résidence principale. Aujourd'hui, 58% des Français sont propriétaires de la résidence principale et évidemment, c'est important au moment d'être en retraite de ne plus avoir de charges de remboursement de prêts sur sa résidence principale. Ensuite, il y a l'investissement locatif. Qu'est-ce que c'est l'investissement locatif? C'est le fait d'acheter pour louer, afin que le bien soit financé par des loyers et par les éventuels avantages que l'on peut en tirer au niveau fiscal. Alors, quand on est propriétaire de sa résidence principale, on peut se constituer un patrimoine, on peut diversifier ce patrimoine grâce à l'immobilier locatif pour protéger sa famille et se créer des revenus complémentaires dans une optique de retraite. Voilà, c'est ça. Donc le but, c'est de toucher des loyers en parallèle à sa retraite. Alors complètement, mais avant tout, je voudrais revenir sur l'importance du besoin de logement en France. On a besoin de construire 500 000 logements environ par an en France. Alors pour quelles raisons ? Il y a plusieurs phénomènes. On a bien vu, la population française progresse ces dernières années, le taux de natalité, l'espérance de vie. On a gagné 14 ans d'espérance de vie depuis 60 ans. On voit même apparaître une classe, le 4e âge, l'espérance de vie. On a effectivement également une obsolescence d'une certaine partie du parc immobilier. C'est vrai qu'il y a eu une très forte croissance pendant les 30 Glorieuses, mais on a construit des logements sans, je dirais, on n'avait pas connu le choc pétrolier. Donc on construisait, entre guillemets, des passoires énergétiques. Et finalement, les premières normes de construction datent seulement depuis le milieu des années 75. Donc aujourd'hui, un certain nombre de logements sont à réhabiliter, voire même détruits. Et puis enfin, au niveau sociétal, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui explique cette demande importante de logement. On voit de plus en plus d'étudiants, beaucoup plus d'enfants font des études supérieures. On le fait pas forcément au domicile de chez ses parents, mais souvent on s'éloigne pour profiter un peu de la vie étudiante. Et dans la région, on s'éloigne plutôt au sud de la Loire, probablement parce qu'il y a un petit peu plus de soleil, on va dire. Après, on vit en coloc, on trouve un premier job dans une grande ville, on commence à avoir des enfants, on a un enfant, un deuxième enfant. On va se marier après avoir des enfants ou alors on se sépare. Donc ça veut dire famille recomposée, famille monoparentale. On vit plus tardivement et donc tous ces aspects sociétals font que le besoin de logement est de plus en plus important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens de construire ces logements. On réalise quelques logements au travers des logements sociaux, mais c'est évidemment pas suffisant à répondre à ce besoin. Et donc, l'État fait appel à l'épargne privée. De quelle manière? Par des incitations fiscales. Alors, par exemple, en termes d'incitation fiscale, on peut en déterminer, on va dire, 3. La première, ça peut être de la récupération de TVA lors de l'acquisition de son bien. Voilà, ça c'est un premier avantage fiscal. On a un deuxième qui est de la réduction d'impôts pendant les premières années, soit sur le montant de l'investissement qu'on réalise, ou soit sur le montant des travaux qui sont réalisés. Et puis on a aussi, dans le cadre notamment de la préparation à la retraite, des revenus complémentaires qui peuvent ne pas être fiscalisés, ce qui est plutôt très rare en France, d'avoir des revenus qui ne seraient pas fiscalisés. D'accord, c'est très concret et je vais vous poser une question d'autant plus concrète que j'ai déjà posée. Pour investir, donc en l'occurrence dans l'immobilier, il faut un petit peu de sous, un capital de départ.
C'est une excellente question. Avec l'immobilier, c'est le seul placement que l'on peut faire à crédit. C'est évidemment une composante importante. Alors, évidemment, il faut avoir une capacité d'endettement, d'une part, et puis il faut bien avoir en perspective l'horizon de placement d'un investissement immobilier. C'est un horizon de placement à plus de 10 ans. On est sur du 10, 15, 20 ans. Et donc, ça nécessite un effort d'épargne. Par rapport à son projet, par rapport à l'effort que l'on est prêt à consentir pour que l'opération se fasse en douceur et non pas en douleur. Donc on parle d'effet de levier du crédit grâce à cette capacité d'épargne et d'effort d'épargne mensuel pour financer son opération. Alors je comprends bien l'intérêt évidemment, mais je ne sais pas si j'en ai vraiment les moyens. Je rembourse déjà un crédit immobilier et il me reste juste quelques euros à investir. Alors c'est vrai, effectivement, beaucoup de clients se posent la question en disant oui, mais le remboursement de ma résidence principale obère fortement mon effort d'épargne. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est le mécanisme de l'opération. Comme je le disais en préambule, le bien est financé majoritairement par les loyers. Et par l'avantage fiscal en fonction des dispositifs. Donc, ce qui permet de financer une opération, une acquisition d'un bien à but locatif, avec un effort d'épargne de quelques centaines d'euros mensuellement. En règle générale, à partir de 250 ou 300 euros par mois, on peut partir sur un projet de ce type. D'accord. Alors, je vous propose de rester dans l'immobilier. Je vais m'adresser maintenant à Julie de chez AEW. Y a-t-il d'autres solutions pour investir toujours dans l'immobilier, mais sans forcément acheter un appartement ou une maison? Je n'ai pas forcément en plus le temps ni l'envie de gérer ce genre de choses. Et oui, il existe une autre façon d'imaginer l'immobilier. Alors, Bertrand nous a présenté toutes les possibilités liées à un achat d'immobilier appelé en direct. Vous avez une adresse postale, vous avez les clés de votre appartement, vous pouvez choisir la couleur des peintures. Puis moi, je vais vous parler des SCPI, Sociétés civiles de placement en immobilier. Donc une manière différente, originale d'investir et de devenir aussi propriétaire d'actifs immobiliers, mais de façon mutualisée. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les clés de votre appartement, vous n'allez pas choisir la couleur des murs. Par contre, vous allez avoir accès à un patrimoine immobilier qui souvent, on peut s'imaginer, appartient à des institutionnels ou je pense à un centre commercial, à un immeuble de bureau. Tous ces actifs immobiliers sont logés à l'intérieur de SCPI et donc vous avez la possibilité de devenir propriétaire d'une partie de ce patrimoine en réalisant l'acquisition de parts de SCPI. Donc, pour répondre à votre première question sur l'accessibilité, alors les parts de SCPI sont accessibles avec quelques milliers d'euros. Donc, on a rendu l'immobilier extrêmement accessible puisque quelques milliers d'euros suffisent pour déjà être propriétaire donc, de parts de SCPI et s'assurer un rendement trimestriel relativement stable. Et cette stabilité, alors, José en a beaucoup parlé et je vais reciter le principe de diversification et de mutualisation des risques, puisque cette stabilité qui est recherchée, on parle tous retraite aujourd'hui, c'est vraiment la recherche de stabilité de revenus complémentaires. Elle est obtenue grâce à ce fameux principe de mutualisation, puisque nous allons essayer de lisser au maximum les risques liés à un investissement immobilier. Ils existent, tout n'est pas toujours rose. Les deux risques majeurs que l'on a identifiés, c'est le risque locatif, bien sûr, le risque de défaillance du locataire et le risque du choix géographique. On peut penser avoir fait la bonne affaire, avoir eu la bonne idée et on peut se tromper. Nous, chez AEW, en tant que société de gestion, ça nous arrive aussi de nous tromper. On a aussi parfois des situations délicates avec certains locataires. Le fait d'avoir investi sur des centaines d'actifs différents,
c'est le principe, l'effet nombre. Hein. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. L'adage est valable pour pratiquement chacun d'entre nous ici. C'est au cœur de la stratégie de gestion d'une SCPI, dans le but donc, de privilégier cette stabilité de revenus futurs. Donc quand le locataire, c'est un gros vendeur de smartphones, par exemple, et qui a pignon sur rue, ça va, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai cité la marque. Ah, oh, bah ça... Voilà, c'est plutôt rassurant de savoir que finalement, si une entreprise comme ça est logée, c'est un peu grâce à moi. Parce que j'ai une petite partie. Voilà, vous êtes chez vous. Voilà. Vous êtes chez vous. Exactement. Je voudrais qu'on m'accueille comme tel, d'ailleurs, quand je me rends dans ce magasin. Alors, à travers les SCPI, on parle donc plutôt d'immobilier tertiaire. Dans ce domaine, on est en pleine mutation dans le secteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur tout ça? Oui, mutation, bien sûr. Notre mode de vie a évolué, notre façon de consommer a changé, le monde d'après. Nos façons de travailler ont évolué également. Je fais référence au télétravail, au e-commerce, bien sûr, hein, vous m'aurez suivi. L'immobilier va tout simplement s'adapter, comme il l'a toujours fait depuis la nuit des temps. L'immobilier répond avant tout à nos besoins et s'adaptera en fonction de nos besoins. Je pense au e-commerce. Il y a 20 ans ou 30 ans, les plateformes de logistique n'intéressaient pas grand monde. Aujourd'hui, c'est une classe d'actifs à part entière, centrale, qui intéresse beaucoup d'investisseurs. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas immobiles, ça évolue forcément, c'est passionnant. C'est la même chose pour les actifs de commerce, pour les actifs de bureau. Les attentes aujourd'hui en termes d'utilisateurs sont très différentes. Aujourd'hui, un actif de bureau doit être serviciel, doit proposer... Hier, nos parents, c'était un bureau, une lampe, une prise. Et le bureau se limitait à ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Les entreprises doivent mettre en avant des services qu'elles vont proposer à leurs futurs salariés. Et l'immobilier, évidemment, accompagne toutes ces grandes mutations. Il y a donc une multitude de façons de préparer sa retraite. Vous nous avez donné beaucoup d'exemples. Frédéric, vous confirmez ? Alors oui, on l'a vu, il faut diversifier votre épargne. Tout ce que vous mettrez en place aujourd'hui pour préparer votre retraite vous servira au moment voulu. Mais l'adage est de dire on va diversifier, et l'avantage de diversifier, c'est que vous aurez des sources de revenus au moment de votre retraite diversifiées également. Voilà le gros avantage de la diversification. Absolument, et voilà, je pense qu'il va falloir que je prenne rendez-vous, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'apprends beaucoup de choses grâce à vous, merci beaucoup. Merci pour vos réponses, en tout cas ça donne un éclairage nouveau sur le sujet. Et j'aimerais à présent vous soumettre quelques questions très concrètes de nos clients, des questions qui ont été remontées par nos agences. Je vais commencer par une question adressée à Bertrand de e-Sélection. Alors, cette première question, c'est que je paye déjà beaucoup d'impôts. Et je crains de recevoir des loyers en supplément. J'en ai pas besoin aujourd'hui et ça risque d'alourdir ma fiscalité. Donc, pourtant, je crois en l'immobilier et j'aimerais me constituer un patrimoine. Donc, comment est-ce que je devrais m'y prendre ? Alors, c'est une excellente question. Ce client croit en l'immobilier, il a bien raison. Tout à l'heure, on exposait, mais l'immobilier valeur refuge, c'est effectivement une composante essentielle. On l'a vu, valeur refuge sociétale avec un besoin important et valeur refuge évidemment économique grâce à l'effet de levier du crédit, grâce à levier des avantages fiscaux. Ça, c'est évidemment une composante importante. Par contre, effectivement, l'immobilier en France, la fiscalité de l'immobilier en France peut être un peu confiscatoire. Quand je dis peut-être un peu, c'est le moins qu'on puisse dire. Les revenus locatifs sont fiscalisés à hauteur de la tranche marginale d'imposition et de la CSG-CRDS de 17,2. On est facilement, quand on paye de l'impôt, on est facilement à 30%. Donc 30% plus 17,2, on est quasiment à 50% d'impôt sur ces revenus locatifs. Donc
la question du client est très intéressante. Il est fortement fiscalisé. Investir dans la pierre risque effectivement d'alourdir sa fiscalité. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, je vois deux réponses possibles dans sa situation. Et évidemment, il faudrait effectivement rencontrer le client de façon très précise pour avoir la réponse la plus adaptée aux besoins du client. Mais j'en vois déjà deux. La première, c'est l'investissement au travers du statut loueur meublé non professionnel. C'est investir dans une résidence-service de type étudiant ou du type, par exemple, senior, ou investir dans un bien que l'on mettra en location meublée. Grâce à ce type d'investissement, vous allez pouvoir amortir la valeur du bien. Alors évidemment, ça paraît très abscon. Vous êtes accompagné. Et de façon de conseil que l'on peut donner, on l'a vu tout à l'heure au travers notamment des SCPI, et puis au niveau effectivement de l'épargne financière, l'accompagnement est très important par des professionnels. Vous êtes accompagné d'un cabinet d'expertise comptable qui va vous faire les déclarations nécessaires pour réaliser cet investissement en loueur meublé non professionnel. Et ce qui va vous permettre de générer des revenus, des loyers finalement, je résume, des loyers qui ne seront pas fiscalisés et sur lesquels vous n'aurez pas besoin de déclarer d'impôts dessus sur un horizon à hauteur de 30-40 ans en fonction des projets. Donc voilà, en France, ne pas payer d'impôts sur des revenus, c'est très exceptionnel. C'est le cas dans le cadre du statut de loueur meublé non professionnel. Après, il y a une deuxième solution, c'est le démembrement de propriété. Alors, le démembrement, c'est quoi? C'est finalement devenir propriétaire d'un bien, vraiment, un appartement, sur lequel, effectivement, pendant une durée temporaire de 15 à 18 ans, au lieu de percevoir les loyers, vous allez effectivement les obtenir au travers d'une réduction de prix lors de l'acquisition. Au lieu d'avoir un prix à l'achat de 100 et de percevoir des loyers pendant 15 ans, les loyers, vous allez les obtenir au travers d'une décote, une baisse de prix à hauteur de 30 ou 40% du bien. Et donc pendant la durée de cet usufruit, vous n'avez pas de gestion, pas de frais, pas de déclaration d'impôt. Et au bout des 15 ans, vous allez devenir pleinement propriétaire de ce bien. Et donc, comme tout propriétaire, vous pourrez vendre ce bien, vous pourrez le mettre en location et percevoir des revenus, ou vous allez pouvoir l'occuper à titre de résidence principale, voire à titre de résidence secondaire. Et peut-être cerise sur le gâteau dans ce type d'opération en démembrement, ça ne rentre pas dans le cadre de l'IFI, d'une part, et puis d'autre part, il y a une optique en matière de transmission de patrimoine où vous pouvez bénéficier d'abattements sur la valeur du bien en lui-même. Merci en tout cas pour ces exemples. En tout cas, faites-vous accompagner pour vraiment trouver les meilleures solutions. Alors, on va reparler un petit peu de la bourse. Donc, je vais à nouveau m'adresser à José. Alors, la question, c'est chaque fois que j'ai investi en bourse, j'ai perdu de l'argent. J'ai une crainte d'y revenir, même si tout le monde me conseille de le faire. Alors, est-ce qu'il y a une solution miracle? Il n'y a pas de solution miracle. Là encore, la donnée de temps est importante, notamment lorsqu'on est en épargne financière retraite. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, les études historiques de rémunération d'un placement en action montrent que sur des durées de 10, 15, 20, 25 ans ou 30 ans même, la classe d'actifs actions va surperformer l'ensemble des autres classes. Donc c'est pour ça que globalement, sur un marché action, un investissement action, on conseille à minima un investissement minimum de 7 à 10 ans. Et ça, c'est vraiment le minimum. Descendre en dessous d'un placement de 7 à 10 ans, c'est prendre des risques si on doit sortir pour une raison X ou Y. Donc surtout la notion de temps, et puis une notion aussi qui est très importante, si on ne se sent pas capable de gérer ses investissements actions pour son épargne retraite, dans les agences de la Caisse d'épargne Hauts-de-France, il y a des gens qui sont compétents, qui vont accompagner l'épargnant, qui vont proposer différentes formules pour les accompagner sur le marché actions, et notamment des formules de mandat ou de gestion dite pilotée qui va totalement soulager l'épargnant sur toute sa durée d'épargne retraite. Voilà, donc on rejoint cette notion d'accompagnement, quelles que soient les solutions
auxquels on peut faire appel. Alors j'ai une troisième question, c'est la question d'une mère de famille pour une situation assez fréquente. Je vais m'adresser à vous, Frédéric. En élevant les enfants, j'ai mis en pause ma carrière. Je suis bien consciente que je n'aurais pas cotisé suffisamment pour recevoir une retraite complète. Comment puis-je rattraper ça ? Je comprends la situation de cette dame. C'est vrai que voilà, quand on n'a pas une carrière qui n'est pas linéaire, systématiquement, il y aura une répercussion sur la retraite. Mais fort heureusement, il existe des solutions aujourd'hui qui permettront de pallier justement à ce type de situation. Je vais en revenir au plan d'épargne retraite. Notre cliente fait un versement initial sur son contrat. Donc les disponibilités qu'elle a, elle les investit sur son contrat. Elle met en place un versement régulier qu'elle fera évoluer avec le temps. Et lorsqu'elle aura des liquidités, elle pourra également les investir sur son plan d'épargne retraite. La finalité, c'est qu'au moment de partir à la retraite, elle aura ce complément de revenus qui viendra pallier justement ces trous dans la carrière, quoi. Ouais. D'ailleurs, on notera que cette réponse peut s'adresser à d'autres personnes qui ont choisi de mettre leur carrière en pause, choisi ou pas d'ailleurs, pour différentes raisons personnelles. Une dernière question, cette fois, que j'adresse à Julie de chez AEW. Est-ce bien finalement auprès de mon banquier que je dois m'adresser pour préparer ma retraite ? Alors un grand oui, un grand oui. Évidemment. Nous en sommes tous l'exemple aujourd'hui. La Caisse d'épargne s'appuie sur des expertises diverses qui répondent toutes à cette problématique de retraite. Il existe plein de façons de préparer sa retraite. Est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre ? Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que la réponse est non. Peut-être qu'il y a plusieurs solutions à envisager, mais la bonne personne pour vous conseiller, c'est forcément votre banquier. Puisqu'il faut bien conclure, je vous rappelle les points que nous avons évoqués. Tout d'abord, vous n'êtes ni en retard, ni en avance non plus pour préparer votre retraite. Le seul impératif, c'est juste de vous mettre en action. Ensuite, vous disposez d'un éventail de solutions qui nous ont été données en partie par nos invités ici. Il y avait notamment l'assurance vie et le plan épargne retraite pour constituer une réserve qui pourra être redistribuée en complément de vos revenus. Il y a l'immobilier locatif d'habitation qui a vocation à procurer des loyers et, dans certains cas, une réduction d'impôts immédiate. Il y a l'immobilier papier, les SCPI, dont on a parlé tout à l'heure, qui vous permet d'investir sur des marchés de bureaux, de commerce, de tourisme, qu'on aurait cru réservés aux professionnels, mais qui ne le sont pas. Et enfin, la gestion de portefeuille, qui apporte du professionnalisme dans la gestion épargne sur le long terme. Pour autant, avons-nous répondu à toutes les questions ? Évidemment, non. Par exemple, en effet, est-ce que toutes les solutions évoquées doivent obligatoirement être mises en œuvre ? Par rapport à la stratégie à mener, y a-t-il une chronologie spécifique ? Combien de temps faut-il pour préparer sa retraite sérieusement ? Et une fois la stratégie établie, est-il possible de l'adapter au fil de la vie et de ses changements ? Le fait d'être un homme ou une femme change-t-il la façon de préparer sa retraite ? Existe-t-il des solutions qui n'ont pas été évoquées ? Et je suis sûr que oui. Les questions, on le voit, sont nombreuses. Certaines sont rapides en réponse et d'autres nécessitent forcément un peu plus de temps pour des raisons notamment de personnel, tout simplement, de nos différents parcours. Donc, vous l'aurez compris, la Caisse d'épargne Hauts-de-France est fidèle à sa vocation. Elle a décidé de vous être utile sur le sujet de la retraite. En ligne ou près de chez vous, vous trouverez une agence et des conseillers pour vous accompagner. Moi, je vais voir ma conseillère, bien sûr, juste après ce web séminaire pour mettre en place des solutions personnalisées. Alors, si vous souhaitez avoir des réponses à toutes vos questions, faites comme moi, prenez rendez-vous.